va commencer donc le séminaire de cet après-midi. Donc nous avons aujourd'hui Mohamed Safé qui vient de l'IPSIS, du laboratoire à côté, donc qui est informaticien, et qui va nous parler de la façon, en pensée, je pense, de la façon de calculer précisément les volumes des ensembles semi-algébriques compacts. C'est une présentation, un public auquel je n'ai pas trop l'habitude. Comme a dit Benoît, je viens de l'informatique. Ce travail a été réalisé donc avec deux collègues, Pierre Lérez, qui est chargé de recherche à l'INRIA au Centre Sacré, donc la texte, et Marc Mezzaroba, qui était au LIPSIS et qui a lutté au LIX, donc le laboratoire d'informatique de l'École polytechnique. C'est un travail qu'on a publié en 2019. Donc de quoi s'agit-il? Il s'agit de calculer le volume d'objets qu'on appelle des ensembles semi-algébriques, que je vais définir un peu plus tard. Calculer les volumes, c'est un très très vieux problème. En cherchant sur les sites d'Image des maths, j'ai trouvé cette plus vieille référence qui date de la période babylonienne. Donc le problème plus général qu'on peut considérer, c'est le suivant. On se donne un sous-ensemble de Rn, on verra comment on se le donne un peu plus tard. Une fonction f de Rn dans R, et puis on peut chercher à intégrer cette fonction sur l'ensemble S, et donc il s'agit d'intégrales multiples. Donc si on se rappelle nos études de classe, on se dit que ça ne va pas être simple. Je vais résumer quelques résultats de la théorie de la complexité sur le calcul de volume, même dans des cas simples, le cas des polyèdres. On sait que c'est une classe de nombres qui inclut des nombres transcendants. Et ça, informatiquement parlant, c'est toujours un peu compliqué à manipuler, surtout si on souhaite manipuler les choses de manière exacte. Et enfin, ce qu'on va entendre dans tout cet exposé par calculer, c'est une notion de calcul rigoureux, c'est-à-dire on va vouloir pouvoir garantir des choses, tant en termes de précision qu'en termes d'exactitude de ce qui est calculé. On ne va pas vouloir souffrir d'erreurs d'arrondi numérique, intervenir. On va voir qu'on peut y arriver, mais que ça va se payer à un prix assez cher. Donc, dans cet exposé, en fait, je vais présenter un peu le type de méthode qu'on peut mettre en place pour faire donc du calcul rigoureux de volume, d'ensemble, qui va être, donc, pour cet exposé, défini comme l'ensemble des solutions réelles d'un système d'inégalité polynomiale à coefficient des nombres rationnels. Donc, pourquoi, à titre personnel, je suis allé vers ce genre de questions qui est un peu éloigné de mon champ d'expertise initial. Et qu'il y a une dizaine d'années, on avait travaillé avec des collègues de Dijon, Bernard Bonnard et Alain Jacquemart, qui développaient des méthodes de contrôle, des méthodes géométriques pour le contrôle optimal. Et leur idée, c'était d'essayer de réduire la nécessité d'injecter ces liquides un peu compliqués là, pour augmenter le contraste dans l'image et pour ce faire, de contrôler le champ électromagnétique quand on fait de l'imagerie, pour faire apparaître plus fortement des lésions ou des tumeurs. Et pour modéliser, donc ils avaient besoin d'identifier des différentes politiques de contrôle dans ce contexte-là, dans le contexte des méthodes géométriques. Et pour ce faire, en fait, ils se ramenaient à considérer, donc par toute une chaîne de modélisation que je ne maîtrise pas, on pourrait demander à Bernard et à Alain, des systèmes polynomiaux à plusieurs variables. Donc certaines variables, elles jouaient le rôle de paramètres, et les valeurs de ces paramètres conditionnaient les politiques de contrôle qui seraient mises en place. Et donc, ces systèmes polynomiaux donc, définissent les ensembles semi-algébriques qui sont un coefficient réel, système d'équation et d'inégalité. Et la question, c'était de projeter ces ensembles sur un sous-espace. Il se trouve que les ensembles semi-algébriques ont plein de bonnes propriétés. Ils ont un nombre fini de composantes connexes, donc ils ont des propriétés de finitude, et ils sont stables par projection. Donc, ça avait du sens. Et donc, faisant des calculs assez fastidieux, on obtenait ce genre de choses. Et là, vous voyez donc les nombres qui sont ici. C'est le nombre de solutions du système en fonction des valeurs des paramètres. Et puis, à un moment, on a identifié une zone qu'ils ne connaissaient pas. Ils avaient essayé de parcourir un peu numériquement cette zone-là. Ils n'étaient pas tombés dessus. Donc, on a zoomé, on est tombé là-dessus. Et à un moment, Bernard Bonnard nous a dit, mais c'est quoi le volume de ces trucs? Donc, c'était une question qui restait en suspens, de savoir comment on calculerait hypothétiquement un jour ces volumes d'ensemble qui sont tout petits. Hein. Ici, c'est le zoom de cette zone. Et voilà. Et ça, c'était resté en suspens jusqu'à ce que je rencontre donc Pierre et Marc il y a quelques années. Donc, c'était notre motivation. Donc, notre énoncé, c'est le suivant. Donc, on a maintenant un ensemble semi-algébrique, sous-entendu ici défini par une inégalité polynomiale.
on veut en calculer son volume, qu'on peut définir comme ceci, c'est l'intégrale de l'indicatrice sur notre ensemble. Et une autre manière de le définir, qui n'est pas moins naïve, c'est la suivante, c'est de considérer, donc on va donner un rôle particulier à une variable, peu importe laquelle, disons la dernière. On va considérer donc la projection canonique sur cette dernière variable. Et on va intersecter donc notre ensemble semi-algébrique avec les fibres de cette projection. Donc ça nous donne un ensemble dont moralement la dimension va baisser de 1 au plus. Et on va projeter cet ensemble sur x1, xn-1. Donc, une manière équivalente de voir le problème du calcul de volume, c'est d'intégrer donc cette fonction volume slicé. Donc, une fois qu'on a cet ensemble dans Rn-1, on peut en demander le volume. Et donc, c'est une fonction univariée. On va chercher à intégrer cette fonction univariée. OK ? Semi-algébrique, ça veut dire juste défini par des inégalités. Alors, un semi-algébrique basique, c'est l'ensemble des solutions réelles d'un système d'équations et d'inégalités polynomiales à coefficients réels. Et un ensemble semi-algébrique, c'est une union finie d'ensemble semi-algébrique, par définition. Et c'est, en géométrie algébrique réelle, ils aiment aussi à considérer des corps réels plus abstraits, des corps réels clos, qui vont pas avoir la propriété d'archimédianité de R, mais comme ici on intègre, on va rester avec. Donc on va s'intéresser maintenant à cette fonction univariée que je vais appeler volume slicé, désolé pour l'anglicisme. Donc on va voir plus tard un peu quelles sont les propriétés de cette fonction volume slicé, et ce sont ces propriétés-là qui vont nous permettre d'aboutir à un bon algorithme. Bon algorithme dans quel sens? Donc, on va se donner R inégalité polynomiale, à coefficient cette fois-ci rationnel, et on va vouloir calculer un nombre rationnel qui, à 2 puissance moins P près, correspond au volume. Et P, il est donné en entrée. Si on va supposer qu'on a des utilisateurs suffisamment fous pour nous demander 10 000 chiffres de précision sur cette chose-là. Donc le volume de S peut ne pas être fini, on va supposer que S est compact, et ça peut être un nombre transcendant. Et donc on va commencer à se poser des questions sur la nature. Avant ça, un mot sur la complexité du calcul. Donc qu'est-ce qu'on sait de la difficulté d'obtenir ces volumes, même dans des cas simples. Et le cas des polyèdres a été abondamment étudié en informatique, et principalement en informatique théorique, avec des résultats assez terrifiants. Donc, ça fait partie des problèmes les plus difficiles qu'on puisse imaginer, c'est le problème du point de vue du calcul. Il y a des résultats positifs, donc notamment un algorithme célèbre probabiliste qui est dû d'Hier, Fries et Canard, en 1991, donc c'est pas si vieux, qui donne un algorithme d'approximation qui tourne en temps polynomial à précision fixée. NP dur, ça veut dire. Alors, c'est technique, NP dur retient dur. Et NP, c'est des polynomiales polynomiales. Ouais, on ne connaît pas d'algorithme polynomial déterministe pour le réseau. Donc, Pascal Coirant, qui est au laboratoire d'informatique du parallélisme à l'ENS de Lyon, a montré que des approches type Monte-Carlo par grille seraient de toute manière exponentielles en la précision P qui est donnée en entrée. Et puis, plus récemment, donc autour de Jean-Bernard Lasserre, donc Lasserre avait bossé là-dessus dans sa prime jeunesse. Donc, autour de Jean-Bernard Lasserre et Didier Henrion, il y a des variantes de la méthode des moments. Didier était venu présenter ici il y a quelques mois ou années de sortie. Donc, des variantes de cette méthode-là qui ont été développées pour calculer des volumes d'ensembles semi-algébriques qui ont, elles aussi, une complexité exponentielle. Donc, ici, on est dans le monde des polyèdres, et puis là, on revient dans le monde des semi-algébriques, et on est exponentiel. Et donc, l'objectif qu'on s'était fixé donc, avec Marc Mezzarova et Pierre Lérez, c'était de voir si on ne pouvait pas faire mieux que l'exponentiel en P, quitte à payer cher autre chose. Est-ce qu'on ne peut pas avoir au moins une complexité qui serait polynomiale à précision? Et pour faire ça, on s'est ramené à des problèmes d'analyse complexe. Donc là, je fais une citation de Poincaré qui m'a été suggérée par un collègue, Aline Bostad. Donc, on cherche à calculer des intégrales multiples. On refait notre biblio et on revient aux grandes œuvres de Poincaré et autres au XIXe siècle qui donnent plein d'idées et derrière lesquelles il y a plein de développements. Donc, le résultat principal que je vais vous montrer, je vais me focaliser sur les outils algorithmiques qui relèvent donc de la discipline qu'on appelle calcul formel en informatique. C'est le suivant. Donc, on se donne un semi-algébrique défini par des inégalités polynomiales à coefficient rationnel. On suppose que ce semi-algébrique est compact. Un oracle qui nous dit, mais il y a des algorithmes qui permettent de répondre à la question. Et essentiellement, on sait calculer le volume à 2 puissance moins P près, en temps, qui va être log linéaire en P. C'est
une complexité qui est P fois des polynômes en le log de P. C'est ça que signifie ce tilde. Oui. On peut montrer la dépendance de la constante par rapport à M ou pas? Je la commenterai un tout petit peu, je dirais ce qu'on en sait, et de manière elle est annoncée dans le résumé. Elle n'est pas bonne. Il n'y a pas de miracle. Et donc, donc j'ai mis ça en jaune, c'était une manière de se la péter, mais j'aurais dû mettre ça en rouge. On suppose que tout le reste est fixé. D'accord? Et quand il n'y a que la précision qui bouge, il va avoir une dépendance log linéaire en la précision. Mais supposons que tout le reste a été fixé. Bien, donc comment ça marche? Donc on étudie donc notre fonction de volume slicé. Donc ici, vous voyez, donc en ordonnée, c'est notre abscisse que j'ai appelé T qui va être un axe de coordonnées en abscisse. Et en ordonnée, vous avez donc la valeur de notre fonction volume slicé. Donc au début, on n'a rien. Si le semi algébrique est compact, on ne l'a pas intersecté, le volume vaut 0. Et puis, tac, on arrive donc sur le point critique ici. Et puis, on regarde comment notre fonction de volume slicé augmente. Elle augmente. C'est un pic, et puis on voit apparaître, ça se voit pas bien parce que c'est mal pixelisé, mais on voit apparaître une petite anomalie en ce point-là. Une anomalie qui ressemble à ce qui se passe ici. Ici, la fonction n'a aucune chance d'être analytique. Elle passe de 0. On va avoir une anomalie similaire ici, et puis le volume de la tranche diminue quand on arrive là, on revient à 0. Et là encore, la fonction ici n'a aucune chance d'être analytique. Et donc, en fait, cette fonction elle a des bonnes propriétés, hein, et il y a des points où elle n'est pas analytique. En revanche, toujours au doigt mouillé, on peut espérer qu'entre ces points d'analyticité, de non-analyticité, elle soit analytique. Par ailleurs, si elle est analytique, la vie pourrait être un petit peu plus belle, et on pourrait imaginer intégrer facilement la fonction univariée entre chaque point d'analyticité. Le point qu'il faut souligner, c'est qu'une autre propriété des semi-algébriques fait que ce nombre de points de non-analyticité va être fini. Voilà. Donc, ce qu'on sait, c'est que cette fonction de volume slicé peut avoir des points de non-analyticité qui semblent correspondre au point critique de la projection sur laquelle, au point critique de la projection qu'on considérait. On va supposer que, pour l'instant, que cette fonction est analytique en dehors d'un ensemble fini de points. Et quoi d'autre? On va supposer qu'on n'a aussi qu'une seule inégalité et que le bord est lisse, ce qui était le cas de mon dessin. Et donc, après, on joue avec les théorèmes. Donc, en appliquant donc la formule de Stokes et un théorème des résidus qui est dû à Leray, eh bien, on se rend compte que le volume de notre semi-algébrique, eh bien, on peut l'obtenir en intégrant une fraction rationnelle, ici, le long d'un tube qui est construit explicitement à la frontière du semi-algébrique. Et ce tube-là ne va pas intersecter les pôles de cette fraction rationnelle, le lieu d'annulation de F, précisément grâce à l'hypothèse de l'icité. Ici, le gradient ne sera jamais nul. On peut choisir epsilon suffisamment petit pour que ce tube soit OK. Donc ça, c'est les maths. On peut ensuite définir la fonction volume slicé finalement en faisant copier-coller de ce à quoi on a V de t, ça va être cette intégrale, où cette fois-ci dépend d'un tube pris sur la frontière du semi-algébrique, de la section du semi-algébrique. Et évidemment, notre fraction rationnelle dépend aussi de la section qu'on considère. Maintenant, la question qu'on est en droit de se poser, c'est à quel point la valeur de V de t dépend du tube. Est-ce qu'on ne peut pas avoir une déformation continue du tube qui nous permettrait, au moins localement, d'avoir une indépendance vis-à-vis du tube? Essentiellement décorréler la dépendance paramétrique en T de la fraction rationnelle avec le lieu sur lequel on intègre. Alors pourquoi on veut faire ça? Essentiellement parce qu'on a une idée derrière la tête qui est que, en fait, ces intégrales paramétriques dépendantes de fractions rationnelles sont en fait des objets assez bien connus, ce qu'on appelle des périodes relatives. Donc un article de Kontsevich chez Xavier qui fait un beau panorama de toutes les propriétés et de tout l'intérêt de ces objets-là. Et donc, comment les choses sont définies? Donc, une période relative d'une fraction rationnelle R. Ici, R, ça va être celle qu'on avait tout à l'heure, hein, qu'on obtenait après application de Stokes et de Ray. Donc, on a ici donc l'intégrale d'une fraction rationnelle dépendant de ce paramètre T. Donc, ça va être quoi? Ça va être une fonction analytique phi d'un ouvert oméga dans C, oméga étant un ouvert de R, tel que si on prend T dans oméga, on va appelle un NCI, donc on peut voir comme
un prolongement de la sphère de dimension n, qui va éviter les pôles de R, et tel que localement, on aura donc indépendance de l'intégrale, enfin du lieu sur lequel on intègre, le NC, avec le paramètre. C'est pour ça qu'on va se poser la question de décorréler dans le slide précédent le lieu sur lequel on intègre, et ce tube qui dépendait, qui est construit autour du semi-algébrique sectionné de la fraction. Et en fait, on va y arriver. Pourquoi? Bien, parce que, donc, c'est là qu'on va utiliser l'hypothèse de compacité. S est compact. Si j'en considère des sections, je reste compact. Et comme je prends soin de travailler cette fois-ci sur des intervalles qui vont éviter les lieux critiques de la projection, donc là où je vais pouvoir garantir localement une forme d'analyticité, eh bien, une fibration localement triviale. En tout cas, je sais montrer que mes tubes sont obtenus par des formations continues l'un de l'autre. Et donc, localement, il n'y a pas de dépendance de tubes en S, parce qu'il y a un intègre de chemins qui sont des formations. Donc, on en conclut, en fait, cette fonction volume slicé, si je la considère sur un intervalle qui ne contient pas de point critique pour la projection considérée, ben en fait, c'est ce qu'on appelle une période relative. Et pourquoi elles sont intéressantes, ces fonctions-là? Parce qu'elles sont ce qu'on appelle définies. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles sont annulées identiquement par un opérateur différentiel linéaire. Et les coefficients de cet opérateur différentiel linéaire sont des polynômes à coefficient rationnel en le paramètre t. Et donc, ce résultat de définitude, en fait, il a une très, très longue histoire. Il a été montré dans des cas particuliers. Là, je vais me référer à l'administration dirigée des recherches d'Aline Bostan, qui a fait tout l'historique. C'est l'historique le plus complet que j'ai trouvé sur le sujet. Donc, dès 1825, dans des cas particuliers, il y avait déjà des résultats de définitude qui étaient connus. Et puis, jusqu'en 1988, Lipschitz contemporain donne des preuves de nature différente de celles qui étaient données précédemment. Résultats de définitude. Là, on a une idée sur. Oui, ça peut être très bon. Mais ces équations différentielles, elles sont quelque part, elles vont structurer algébriquement le problème. D'une certaine manière, par exemple, si vous voulez isoler à très grande précision un nombre algébrique, ce que vous pouvez faire, c'est regarder le polynôme qui est minimal, qui est nul, et puis faire tourner une bonne itération Newton, aussi loin que vous voulez. Vous aurez une très bonne approximation. En fait, là, c'est toutes les technologies qui sont développées donc, par les collègues de Sackler, à pouvoir utiliser ces équations différentielles. Vont jouer le rôle de ces polynômes, pour approcher donc, le volume de cette calcul-là. Voilà, et puis parmi ces équatifs, il y en a qui sont plus adaptés à faire donc, du calcul numérique que d'autres. Ce sont les équations dites fuchsiennes, donc avec des propriétés de régularité. Là-dessus. Donc le jeu maintenant, ça va être de quoi? Ça va être de calculer, on va avoir en entrée un polynôme, on a juste un polynôme en entrée. Par des manipulations assez élémentaires, on sait calculer, on sait réécrire notre volume comme l'intégrale d'une fraction rationnelle, etc., etc. Et le jeu, ça va être de calculer ces opérateurs différentiels linéaires pour brancher dessus des routines numériques qui vont nous permettre d'avoir le volume à grande précision. Donc juste pour vous montrer un petit exemple, la tête des objets qu'on peut avoir. Donc ici, ça c'est l'inégalité qui définit l'intérieur de ma bouée, là, le temps. Les valeurs critiques pour la projection sur x, que j'aurais dû nommer t, plus ou moins 3, plus ou moins 1. Donc on va considérer la fonction du volume slicé entre moins l'infini et moins 3, ça, parce qu'on est bête, mais moins 3, moins 1, moins 1, 1, 3, et 3 plus l'infini. Et puis voici l'ODE fuchsienne. Remarquez que sur son coefficient ici, on retrouve des valeurs critiques. C'est pas n'importe quoi non plus, cette équation linéaire. Donc, le jeu maintenant, c'est de la calculer. Le théorème qui donne l'existence de l'opérateur différentiel, il n'y a rien, c'est pas constructif. Alors, il y a des preuves clairement non constructives. Et après, il y a, disons que les ingrédients pour obtenir des algorithmes sont déjà un petit peu là. On va en parler tout à l'heure. On va en parler. Justement, je vais faire une petite overview de l'algorithmique, de la mécanique algorithmique qui permet d'obtenir ces opérateurs différentiels. Une fois qu'on a les opérateurs, il faut encore des conditionner. On pose ces décroissants à l'infini. Ouais, on va en parler. Donc, on cherche un opérateur D qui cette intégrale. Donc, comme ici, on dérive par rapport à des choses par rapport auxquelles on n'intègre pas. On peut faire produiter. Et si on dit que ça vaut 0, on réfléchit en instant. D'accord? Donc, en gros, ce qu'on cherche à faire apparaître, c'est une dépendance linéaire. C'est pour ça que j'ai mis en couleur les AI. Une dépendance linéaire entre les dérivés successifs par rapport à t de notre fraction rationnelle et des dérivés
par rapport aux variables x, toujours de notre fraction rationnelle. Et ici, il y a un petit warning. Cette dépendance linéaire, elle est à coefficient dans les fractions rationnelles. Donc, on va regarder comment ça marche déjà dans le cas univarié, qui est plus ou moins traité par Hermite. Donc la difficulté à laquelle on est confronté, c'est que quand on dérive par rapport à t, cette fraction rationnelle, au dénominateur, on va avoir b au carré, pour noter des degrés. La réduction de Hermite permet de contourner ce problème. Donc si maintenant on prend une fraction rationnelle n sur b puissance l, avec l strictement supérieur à 1, et qu'on suppose que le dénominateur est sans facteur carré, eh bien ce grand n-là, en utilisant de l'algorithmique assez standard sur les polynômes, l'algorithme d'Euclide essentiellement, calculer des PGCD, le dénominateur, on va pouvoir le réécrire comme une combinaison algébrique de B et de sa dérive. Et en faisant quelques manipulations, on se rend compte que notre fraction rationnelle, donc il y avait des pôles d'ordre L, on va pouvoir la réécrire comme une fraction rationnelle avec des pôles d'ordre L-1 plus une dérivée en X. Et on peut itérer ça plusieurs fois jusqu'à obtenir des pôles simples plus une dérivée en X. D'accord ? Et ce polynôme R, là, on peut toujours le choisir de degré strictement inférieur à B. De degré strictement inférieur au degré de B. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il s'écrit linéairement comme une combinaison linéaire des monômes qui vont du degré 0 jusqu'au degré de B. Donc, le numérateur de ce réduit vit dans un espace vectoriel de dimension finie. Et le fait que, donc pour répondre à ta question, le fait qu'on peut avoir des algorithmes, c'est qu'à un moment, il y a des résultats qui nous disent qu'en faisant des réductions successives comme ça, eh bien, on a une notion de forme normale. Cette fraction rationnelle-là se réduit là à 0, si et seulement si, indice L, c'est une dérivée en X. D'accord ? Mais peu ou prou, on sent qu'on se ramène à des questions d'algèbre linéaire, petit à petit. Puisque R va s'écrire, R a une dépendance linéaire par rapport à D plus un monôme, D c'est le degré de B. Donc, on note crochet F indice L, finalement la classe d'équivalence de F indice L du lot des dérivés en X, en garantissant que le degré de R est strictement inférieur au degré de B, il vit dans un espace vectoriel de dimension finie. On va pouvoir faire de l'algèbre linéaire à coefficient dans Q2. Et donc, ça donne des premiers algorithmes pour faire ce qu'on appelle, ce que les collègues de Saclay et d'autres dans le monde appellent calculer des télescopeurs. Ces équations, on peut aussi les nommer télescopeurs, permettre de télescoper les choses. Et donc, en quoi ça consiste? Ça consiste à calculer des réduits successivement dans un nombre suffisamment grand, plus grand que R. Et puis, à chaque étape, tester si ces réduits-là vivent dans un espace vectoriel de dimension finie, on est dans le cas univarié. Et à chaque étape, on vérifie s'il y a une dépendance linéaire entre ces réduits, en les exprimant donc, dans une base de notre espace vectoriel de dimension finie, qui ici est une base monomiale univariée. Et donc, s'il y a dépendance linéaire, on calcule. Et ici, on fait de l'algèbre linéaire quand même sur Q de T. C'est pas de l'algèbre linéaire facile. Voilà. Donc ça, c'est pour le cas univarié. Le cas multivarié est évidemment significativement plus difficile. Ça appelle à des outils significativement plus évolués. Et donc, la réduction de Hermite, ici, elle est remplacée par la réduction de Griffith's work. Donc là, il y a plein de subtilités dans lesquelles je vais pas rentrer. Les notions de régularité et d'homogénéisation sont absolument pas standards. Donc pour ça, je me référerai aux travaux de Griffith's work. Il y a aussi la thèse de Pierre Lérez qui portait essentiellement, pas que, mais essentiellement sur l'algorithmisation de ce genre de notions. Mais essentiellement, en quoi ça consiste? Ça consiste à calculer, donc étant donné une fraction rationnelle avec des pôles d'ordre L, calculer des réduits. Donc ici, la subtilité, c'est qu'on va rester avec des pôles d'ordre L, donc des réduits, donc une forme canonique, ici R sur B puissance L, modulo des dérivés en X. Et ce polynôme R là, en fait, va être obtenu en considérant donc des formes normales. Essentiellement, ces dérivés là qu'on va obtenir ici dépendent algébriquement des dérivés donc de B tilde par rapport à toutes les variables considérées. C'est des combinaisons algébriques de ces polynômes-là. Les hypothèses de régularité qu'on fait font que cet idéal-là est de dimension 0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on quotiente l'anneau des polynômes par l'ensemble des combinaisons algébriques, on obtient un espace vectoriel de dimension finie, qui est donc engendré par un nombre fini de monômes. Donc, ce polynôme R-là, si on se donne une base de ce quotient, on va toujours pouvoir l'écrire comme un vecteur d'un espace vectoriel de dimension finie. Et donc, la prouesse qui est accomplie dans ce papier de Bostan, Lérez et Salmi
Finalement, c'est de généraliser le premier papier que je mentionnais sur la réduction de Hermite au cas multivarié et qui produit donc sous certaines hypothèses de régularité donc ces télescopes-là. Est-ce qu'il y a une explication pour le fait que l'équation D soit fixée, par exemple, à L? Elle ne l'est pas en sortie, nécessairement. Elle ne l'est pas nécessairement en sortie. Donc, à L, il faut avoir C'est un télescopeur d'ordre très grand. Oui. C'est un télescopeur. Sous certaines conditions, donc il y a eu un papier d'Aline Bostam, Bruno Saouli, et je ne sais plus qui récemment, pour réduire, étant donné un opérateur et des conditions initiales rationnelles ou algébriques, permettent de réduire l'ordre des télescopeurs calculés. Mais non, en sortie de cet algorithme, en tout cas à ma connaissance, avant que j'ai raté un épisode, il n'y a pas de garantie que les télescopeurs calculés soient minimaux et soient Fuchsiens, ce qui n'est pas un drame. Donc le calcul de ces télescopeurs donc fait appel à quoi donc des calculs de forme normale, donc modulo des hauts polynomiaux. Donc on utilise ici des algorithmes de base de Grobner. Et pour schématiser, quand vous avez des équations linéaires, si vous faites une élimination de Gauss, vous êtes donné implicitement un ordre sur les variables. Vous avez triangularisé votre système de manière à ce que si vous vous donnez une autre équation linéaire, vous pouvez tester facilement si cette autre équation linéaire appartient à l'espace vectoriel demandé par les précédentes. Dans le cas algébrique non linéaire, on se donne un ordre sur des monômes et on va calculer une forme triangulaire respectivement à cet ordre-là qui permet de tester facilement si un polynôme donné, appartient à l'idéal. Ça, c'est une base de Grobner. Donc ça, c'est un premier ingrédient dans cet algorithme. Et le deuxième ingrédient, donc, c'est les étapes d'algèbre linéaire, qui ici ne sont pas triviales du tout à comprendre, qui sont des algèbres linéaires, dont les entrées sont des polynômes, sont des fonctions rationnelles. Le second ingrédient, donc, c'est les calculs de points critiques et de valeurs critiques, qui là aussi s'appuient sur du calcul de base de Grobner. Et tout ça, ça se fait dans des complexités que vous pouvez considérer comme prohibitives, puisqu'elles sont polynomiales en degré des entrées et simplement exponentielles en nombre de variables. Et ces bornes sont atteintes dans le pire cas. C'est la nature des choses qui fait que c'est bon. Parfois, la vie est dure. Et donc, je ne sais plus qui posait la question. Donc, comment l'algorithme va fonctionner? Donc, déjà, dans le cas où n égale 1, si on a des polynômes univariés, calculer le volume, c'est facile. On isole les racines réelles, aussi loin qu'on veut, on fait les soustractions et puis c'est terminé. Si n n'est pas égal à 1, donc on va calculer les valeurs critiques pour la projection sur xn, calculer le télescopeur, équation différentielle linéaire, et puis entre chaque valeur critique successive, donc ce télescopeur, on connaît le degré une fois qu'on a. Donc du coup, on va calculer des conditions initiales. Et pour calculer ces conditions initiales, on va faire des appels récursifs jusqu'à se ramener au cas où n égale 1. Et une fois qu'on a les conditions initiales, on va pouvoir brancher des routines numériques qui permettent d'intégrer et d'évaluer notre fonction B aussi loin qu'on veut. Donc la complexité, donc comme je disais, qu'est-ce qu'il y a de caché dans ce grand taux? Une fois qu'on a fixé tout le monde, des choses prohibitives, on fait n de l'ordre de grand taux de n appels récursifs sur des algorithmes qui coûtent des puissances O de n, et le nombre d'appels qu'on fait à chaque niveau de récursion, ici, L, il peut être de l'ordre de d puissance n aussi. Donc au final, on va avoir une complexité en d puissance O de n carré, opération arithmétique au minimum, ce qui peut faire peur. Moi, c'est la première ligne que j'essaie de comprendre. Univarié de volume, c'est-à-dire c'est le volume de tous les x, que x est plus ou égal à p, c'est ça que ça veut dire. Non, c'est quoi? Non, c'est je regarde le semi-algébrique, il est là, et P, c'est la précision. P, c'est la précision. Donc, tu calcules ton volume en précision. Dans la dimension, ça, oui. Et c'est pas une explosion trop grave. Alors, c'est une explosion toute relative en réalité, parce que là, la borne est archi précise, parce qu'on suppose que le nombre de valeurs critiques réelles, c'est quand les valeurs critiques sont définies finalement par un système d'équations polynomiales en n variables, donc degré d. On sait que dans le pire cas, c'est la bande de Bézout qui nous dit qu'il y aura d puissance n solutions complexes. Quand on fait une estimation de complexité, on considère toujours le pire cas, et donc on suppose que toutes les solutions de ce système vont être réelles. Rien que sur le tort, c'est pas vrai. Alors, on peut construire des exemples où ça va être le cas, évidemment.
Mais... Ça avait R fonction aussi. Hein, Oui, mais j'ai dit à un moment de l'exposé, maintenant je me mets dans un cas simple, frontière lisse, une seule inégalité. Et ici, il n'y en a qu'une seule. C'est quand même un peu plus dur quand il y en a plusieurs. Donc, qu'est-ce qui reste? Il faut que je vous raconte à minima les outils utilisés pour la partie numérique de cet algorithme, qui consiste essentiellement à faire des prolongements analytiques. Donc, on sait que les solutions analytiques de cet opérateur différentiel forment un espace vectoriel de dimension m. Et la connaissance de conditions initiales va permettre de faire du calcul garanti, à précision garantie sur ces objets-là. Donc là, je vais me référer donc aux articles de Chudnovsky, Joris van der Hoeven, qui est lui aussi au LIX à l'école polytechnique, et donc évidemment Marc Zaroba, qui a un package qui s'appelle AureAlgebra, c'est GMAT, qui fait ça bien et efficacement. Et surtout qui fait ça en précision log linéaire, un peu. Donc on s'est à l'époque amusé à implanter tout ça, donc en utilisant donc, le pactage AureAlgebra de Martin Zaroba qui est dans cette... Pour la résolution de systèmes polynomiaux, j'avais du code qui était disponible via le système Maple. Et Pierre Lérez avait une variante des algorithmes pour calculer ces télescopeurs, ces équations différentielles linéaires, dans un système de calcul formel qui est peut-être un peu moins connu, qui s'appelle Magma, mais qui est un très bon système de calcul formel. On avait à l'époque réussi à mettre tout ça bout à bout. Et donc, en quelques secondes, on obtenait donc, plusieurs centaines de chiffres pour le volume de cette chose-là. On avait essayé avec des méthodes de Monte-Carlo d'avoir la même précision, on ne pouvait pas. Il y a une partie calcul en précision infinie. Tout est fait en précision infinie, sauf au moment du prolongement analytique. Voilà. Donc, dans le papier, on donne des pistes pour traiter le cas de plusieurs inégalités. Et dans ce cas-là, il y a vraiment plusieurs inégalités qui définissent un signe algébrique. D'un seul coup, la frontière du signe algébrique n'est pas lisse. Les choses sont un peu plus compliquées. Donc, on propose des méthodes de déformation pour y parvenir. On doit utiliser aussi un algorithme spécifique pour le calcul de télescopeurs qui est dû à Pierre Lérez. Le cas non borné mériterait signe algébrique et non borné, son volume est infini. Reste à étudier. Les aspects de complexité, il reste pas mal de choses à comprendre. Dans le fond, on a une situation un peu désagréable. Si on accepte des complexités franchement exponentielles dans le cas, on sait être très bon du point de vue de la précision. Si on accepte d'être nul en précision, on peut traiter des problèmes de plus grande dimension. Est-ce qu'il y a une troisième voie? C'est un problème ouvert. Et n'importe comment, merci pour cette invitation parce que ça m'a remotivé à contacter les collègues et reprendre l'aspect implantation de ces méthodes-là qui est resté en jachère depuis 2020. Un peu de biblio, vous les aurez, je vais envoyer soit les slides. Donc l'article en question, c'est celui-ci, il a été mis dans les actes de la conférence de référence au calcul formel, qui est l'ISAC. Et dernier élément de publicité, donc avec mes collègues Gilles Villard et Bruno Salvi à l'ENS de Lyon, et puis Aline Bostan à l'INRI à Saclay, on co-organise une série de workshops à Lyon, subventionnés par le LADEX Lyon, et à l'IHP, donc à l'automne prochain. Et donc, si vous aimez les équations fonctionnelles, il y aura notamment un workshop dédié aux équations fonctionnelles donc, à la fin du semestre en décembre. Si vous êtes curieux de découvrir le monde merveilleux des polynômes, il y a un autre workshop au mois d'octobre. Et si vous voulez savoir comment on fait de l'algèbre linéaire rapide lorsqu'elle a des coefficients, des fractions rationnelles, il y a un premier workshop dès le mois de septembre. Tous les ingrédients utilisés dans ce travail dans différents workshops de ce trimestre. Il y a d'autres questions commentaires. Purement un exemple à la fin. On remarque que le degré du polynôme est relativement partiellement. Vous pouvez écouter jusqu'à combien? Parce que ça revient sur des questions de complexité par rapport à. Alors, je me souviens. Combien de temps ça met pour faire ce calcul? Et si tu passes à 3. Enfin, sur celui, oui, non, mais celui-ci, officiellement, il est de degré 4, mais tu vois, c'est pas un degré 4 générique. Hein. Oui, bien sûr. Et celui-ci, je crois que c'était moins de la minute hein, qu'on avait tout ça. Maintenant, si tu prends du degré 4 bien dense, à mon avis, c'est pas la minute, c'est plutôt là. Ah, d'accord.
Après, il y a le degré 5. Je sais Le pas. degré 5, ça va être dur d'être. Ah, voilà. Ah oui. Non, c'est l'épais. Je veux l'épais. Ben ouais, faut se battre, faut travailler. Non, mais après, si tu fixes le nombre de variables, je pense que tu peux un peu monter. Enfin, il y a un trade-off entre le nombre de variables et degrés. Et voilà. Et après, si tu prends des polynômes denses, franchement génériques, tu vas un petit peu avoir le pire cas. Alors que si tu prends des exemples qui ont un peu de sens géométrique, où il y a des symétries, tu vois, là, un problème qui est quand même bien symétrique, tu vois. Là, les choses se passent mieux. C'est quoi l'ordre de grandeur dans les calculs intermédiaires de la précision? Ah, je me souviens pas. C'est très Comment? petit, ça peut être vraiment très petit. Je pense, alors pour le coup, on n'avait pas, enfin, vu la difficulté de connecter tous ces trucs-là, on n'avait pas franchement poussé les expérimentations pour être honnête. Je pense que c'est pour le coup assez fortement dépendant de la profondeur de ta récursion. Tu vois, si ta récursion est franchement profonde, là, le P plus grand O de 1 ou dans le grand O de 1, on a probablement une exponentielle à la dimension de l'espace ambiant, peut aller assez cher, quoi. Je ne saurais pas dire comme ça. On a une idée de la stabilité de la méthode dans chaque phase. Là, il n'y a pas des endroits où ça peut devenir très difficile parce que instable, en fait. Donc, on augmente, ça fait partie du A priori, non, ils sont plutôt bien, mais parce qu'on travaille avec des outils qui ont très grande précision. Non, d'accord, mais même l'inverse en précision absolue de la méthode. Ça peut être mauvais, je suis d'accord. Pour l'instant, on n'a pas vu. Mais encore une fois, c'est tout nouveau, on n'a pas poussé, et maintenant la situation là, c'est n'importe quoi, c'est pas satisfaisant, il faudrait homogénéiser un peu tous ces codes-là et aller plus loin. Il y a des gens intéressés dans l'industrie, les gens qui font de la CRO, de ce système. Bah, c'est ce qu'on se dit. Pour l'instant, ils n'ont pas pris contact. Si vous les croisez, dites-leur qu'on existe. Il y avait un petit satellite sur ton. Et comment? Il y avait un petit satellite. Ça, c'était pour la pub, là, pour le workshop. Ah, c'était la pub. Les workshops. Ouais. Il est là, le satellite. Oui, Voilà. J'allais supporter qu'il y avait. Mais non, je pense que la difficulté, c'est que comme il n'y a aucun outil clé en main qui permet de faire ça, c'est toujours un peu sur de la poule, quoi. Probablement, on se dit qu'il y a calculer des volumes, c'est des probas, c'est plein de choses. On se dit qu'il y a certainement, ça doit correspondre à un besoin. Dans le spatial, là, pour les problèmes de collision, j'ai l'impression qu'il y a des besoins de calcul en grande précision, ces trucs-là. Mais comme l'outil n'est pas vraiment disponible, je doute que les collègues de Dassault Systèmes aient lu l'article avec ça. J'aimerais bien. Quand on parle à Monte Carlo, c'est vraiment la méthode la plus bête qui soit, une comparaison avec une méthode qui utiliserait finalement que c'est un ensemble, on peut savoir si on est dedans ou dehors, en fait, qui n'utilise pas la régularité ou l'autre, ici l'algèbre. Est-ce qu'il y a des choses quand même entre les deux, quand même, comme des quadrats, des choses qui des sortes de quadratures, des choses comme ça, je voudrais savoir parce que. Il y a la méthode des moments. Oui. Qui est un peu intermédiaire. Et sinon, je ne sais pas tellement répondre plus précisément à ta question. Je tape un volume polyèdre, déjà un volume polyèdre, bibliographie juste gigantesque. Ouais, il y a plein de trucs à regarder encore. C'est très loin d'être fini, ça. Est-ce qu'il y a des questions en ligne? D'autres questions? On peut décider si c'est compact, Ah oui. et si c'est pas compact, on peut y aller pour décider si c'est volume fini. Alors, si c'est pas compact, je sais qu'il y a un algorithme qui permet de réécrire le problème avec un semi-algébrique compact. Je ne me souviens plus qui a écrit ça. À quel point cet algorithme est efficace, je ne sais pas. On ne l'a pas regardé. Décider si un semi-algébrique est compact, ça c'est facile, c'est un problème d'existence de solution. Non compact, mais comme de volume fini. Non compact, volume fini, on sait qu'il existe un algo qui permet de réécrire le problème avec un semi-algébrique compact, mais là encore, ceci étant dit, On va s'arrêter là. Merci beaucoup. merci à vous.